Merci infiniment Catherine Boulet, Jean-Philippe Leclerc et Fabienne Pascaud pour ce débat sur la façon d'informer lorsque l'actualité n'est plus là. En tous les cas, l'actualité que traitent vos hebdomadaires et vos quotidiens. Une carte blanche, c'est une habitude. C'est vrai que ce sont des cartes blanches que l'on donne à des sociologues, à des patrons de chaînes également, et puis à des responsables de l'information. Et là, à une économiste qui s'appelle Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po, Paris, auteure de Sauver les médias, c'était en 2015, et récemment de Libre Ego en voix, paru chez Fayard. Elle nous donne sa vision de la crise sanitaire, de son interprétation, des chiffres également, de ses dérives médiatiques et de l'importance d'une information de qualité. Il y a un moment donné où finalement j'ai arrêté de consommer de l'information sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps en général d'ailleurs à la fois pour un usage personnel et comme recherche, parce que j'ai étudié avec plusieurs collègues la propagation de l'information sur Twitter. Je tends à passer beaucoup de temps sur Twitter et je trouvais ça extrêmement stressant et anxiogène, notamment quand le nombre de morts commençait à augmenter de jour en jour, etc. Et du coup, j'avais plus de temps pour réfléchir, pour penser, pour travailler, pour écrire. Donc j'ai arrêté de m'informer sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté d'updater la page du Monde ou du New York Times ou de El País 4 fois par heure, ce que je fais d'habitude. Et j'ai concentré ma consommation d'informations en début de journée ou en fin de journée, parce que c'était quand même important d'être informé. Mais là où il y a plein d'avantages d'habitude à être informé un peu en continu, je trouvais ça trop anxiogène personnellement. Donc finalement, j'ai consommé moins d'informations pendant le Covid qu'en temps normaux. Ce qui a changé pendant le confinement, c'est que j'ai refait quelque chose que je n'avais plus fait depuis que j'étais partie de chez mes parents. Et comme on vieillit tous, ça commence à dater. J'ai re-regardé le JT. Donc je me suis réabonnée à France 2 tous les jours entre 20h et 20h30. Ça, j'ai vraiment fait ça pendant le confinement, en tout cas les premières semaines du confinement, ce que je n'avais pas fait depuis des années. C'était pas tant pour... c'était un peu pour m'informer, mais bon, j'étais quand même informée pendant la journée. C'était aussi parce que ça me semblait encore plus nécessaire qu'auparavant d'être informé en même temps que le reste des citoyens, de la même manière, sur les mêmes sujets. J'avais envie de savoir ce que consommait tout le monde et ce que ça pouvait un peu impliquer. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai replongé dans le JT de ma jeunesse. C'est extrêmement difficile et il y a la part de la couverture médiatique qui a été consacrée au Covid. Et la question est de savoir si c'est trop important, pas assez important, comment ça a varié entre un média et l'autre. Et de ce point de vue-là, je vous conseille vraiment les travaux de mon ami et co-auteur Nicolas Hervé, qui avec l'Institut national de l'audiovisuel a estimé tout au long du Covid le temps qui était consacré au Covid, notamment sur les chaînes d'information en continu, puis versus finalement sur le poids médiatique que ça avait aussi dans les réseaux sociaux, pour essayer de comprendre si on était trop informé, pas assez informé sur le Covid. Ça, c'est la première dimension. C'est-à-dire que tout le reste avait quand même disparu. Et quand on voit ce qui continue à se passer dans le reste du monde, quand on voit toute la problématique déjà des migrants, quand on voit toute la problématique des atteintes aux libertés, quand on voit tout ça, c'est vrai que noyer tout sous le Covid, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment on fait confiance aux chiffres, comment on interprète les chiffres. Et là, ça se pose aujourd'hui, c'est-à-dire en termes de deuxième vague. Comment on interprète par exemple les changements en termes de tests? Est-ce qu'il y a plus de cas positifs parce qu'on teste plus, parce qu'il y a plus de cas positifs? Qu'est-ce qu'il faut attendre en termes de réanimation? Est-ce qu'il faut reconfiner, pas reconfiner? C'est vraiment dur de trouver des statistiques qui soient claires et qui permettent aussi de comparer entre les pays. Au tout départ, pour le coup, c'était plutôt sur des sources américaines que états-uniennes que j'arrivais finalement à m'informer pour essayer de comparer les différents pays et leurs évolutions. C'était pas évident. Ensuite, moi, mes parents vivent à Marseille, j'ai vécu beaucoup d'années à Marseille, donc j'étais particulièrement sensibilisée à la problématique du docteur Raoult. Mais c'est vrai que ça interroge le traitement médiatique qui a été fait de cette problématique-là.
Où est la vérité scientifique? Où est la part de lobbying? Qui fait du lobbying? Comment savoir qui a raison? Notamment le fait qu'une des premières études scientifiques qui a été publiée dans une grande revue en sciences, pour le coup, sur l'hydroxychloroquine, avec des données qui permettaient de comparer des gens traités, pas traités. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes d'échantillonnage. Du coup, les gens se tournent vers, je sais pas, Science, ou Nature, puis ils font confiance à ces revues-là. Puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent que, en fait, même là, il y a des problèmes. Et puis, ça a entraîné d'ailleurs des débats intéressants, y compris du point de vue de l'économiste que je suis, à savoir s'il faut mieux faire des tests. S'il faut mieux regarder juste les données réelles, c'est quoi la différence entre une corrélation, entre une causalité, comment on estime l'effet d'un traitement. C'est vraiment intéressant. Et c'est là où on s'aperçoit que le travail fait par des journalistes, d'ailleurs depuis plusieurs années, là devient essentiel. Que je pense aux décodeurs du Monde ou à tout le travail aussi qu'a fait depuis des années Libération sur Check News, mais d'autres choses comme ça, c'est-à-dire des travaux de journalistes pour faire de l'infographie. Pour essayer de mettre les chiffres en perspective, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le Monde a fait un truc pas mal il y a quelques jours, justement, mais Libé aussi, d'ailleurs, il y a plusieurs sources différentes, ça dépend aussi de ses goûts personnels, pour essayer de comprendre finalement d'où venait l'augmentation du nombre de cas, comment la prémunir, puis aussi, je sais pas, essayer de comprendre pourquoi en Suède, où ils ont moins confiné, il n'y a pas eu vraiment plus de morts. C'est des problématiques extrêmement complexes. Sur laquelle j'ai pas de bonne réponse. D'ailleurs, j'ai pas non plus de bonnes sources fondamentalement à conseiller. Mais c'est là où on voit toute l'importance pour le coup du travail journalistique. Et je pense que ça s'est reflété pour le coup par le fait que pour un très grand nombre de médias, qui sont des médias papier notamment, mais également en ligne, qui avaient eu du mal au cours des dernières années à forcément recruter des abonnés payants, sachant qu'il y avait du contenu gratuit en ligne, là on a vu quand même une explosion du nombre d'abonnés. Alors, on peut dire que c'est parce qu'il y a eu des tarifs avantageux pendant le Covid, etc., ou que les gens avaient plus de temps, mais on a quand même eu une explosion du nombre d'abonnés. Pas simplement de la fréquentation, du nombre de gens qui paient. C'est-à-dire que les gens se sont réaperçus que l'information a valeur ajoutée, parce qu'elle avait une valeur ajoutée, elle coûtait cher à produire, et du coup, ça valait le coup de payer pour cette information-là. Et je pense que ça a rendu... En tout cas, je pense que la crise du Covid, si on doit lui trouver un aspect positif, c'est qu'aux yeux d'un certain nombre de citoyens qui s'étaient peut-être détournés un peu de l'information ces dernières années, ou en tout cas de l'idée de payer pour l'information, ça a re-rendu finalement visible le fait que l'information, ça a un prix, et du coup, c'est quand même mieux de payer pour l'information qu'on consomme. L'autre truc du point de vue du business model finalement des médias, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, ça a quand même confirmé le fait qu'un modèle économique des médias qui repose pour tout ou partie, et plus il repose sur la publicité, plus c'est quand même fragile. C'est un truc que je défends depuis longtemps, dessauver les médias. Il y a des courbes qui montrent l'évolution des recettes publicitaires sur le très long terme des médias. On voit que ça a commencé à baisser il y a très longtemps. Et à chaque crise, ça s'accentue. Là, ça s'est vraiment accentué avec la crise du Covid, puisque les gens ne consomment plus, les annonceurs ont arrêté d'annoncer. Mais ce qui est grave, c'est qu'on voit que tous les gains en termes de nombre d'abonnés payants pour un certain nombre de médias n'ont pas du tout été suffisants pour compenser l'effondrement des revenus publicitaires. Et je pense que ça interroge aussi finalement à faire encore plus rapidement peut-être que prévu la transition vers des médias qui reposent moins sur la pub et davantage sur les abonnements. La Société des lecteurs du Monde, dont je suis présidente depuis janvier de cette année, le pôle d'indépendance du Monde qui réunit également toutes les sociétés de rédacteurs, de salariés, ainsi que les actionnaires historiques, de lancer une nouvelle association qui s'appelle Un bout du monde. L'objet de cette association, c'est l'indépendance des médias, et la valeur clé de cette association, c'est une personne, une voix. C'est une association démocratique qui fait le pari d'un actionnariat de journaux, de médias, par leurs salariés, par leurs journalistes et par leurs lecteurs. Et qui fait le pari finalement que les seuls véritables garants de l'indépendance des médias, ça ne peut être que ceux qui produisent l'information, c'est-à-dire les salariés, et ceux qui consomment l'information, c'est-à-dire les lecteurs. Et c'est pour ça qu'on lance une grande campagne de financement participatif qui s'appelle Entrer dans le monde, dont l'idée est la suivante. C'est vraiment de dire à tous ceux qui ne font pas confiance aujourd'hui dans les médias, et on sait malheureusement qu'ils sont nombreux. Le dernier rapport du Reuters Institute met la confiance dans les médias en France à 23%, c'est-à-dire que vous avez plus des 3/4 des Français qui disent ne pas avoir confiance dans l'information qu'ils consomment. Et quand vous les interrogez sur la raison, vous leur dites pourquoi,
ils tendent à dire parce que les médias sont aux mains des milliardaires, donc finalement les journalistes ne sont pas indépendants. Il y a plein de journaux et de médias qui sont possédés par des milliardaires où les journalistes peuvent travailler en toute indépendance et font extrêmement bien leur travail, à commencer par Le Monde. Il y a plein de cas aussi où ce n'est pas le cas. Ils essaient de bien faire leur travail, mais quand vous voyez Bolloré qui rachète Canal+, qui commence par censurer des documentaires d'investigation, puis ensuite il supprime entièrement l'investigation parce que finalement ça va plus vite, avant de supprimer les guignols de l'info. On peut en citer beaucoup aussi de cas d'interventionnisme. L'idée fondamentale de ce qu'on fait, c'est de se dire que la confiance dans les médias, ça se construit, ça se reconstruit tous ensemble. Et à la place de dire j'ai plus confiance dans l'information que je consomme, je ne vais pas payer pour ces médias auxquels je ne fais plus confiance, c'est de reconstruire la confiance directement et de repartir à la conquête des médias. Et aussi finalement de dire aux journalistes qui parfois se sentent fragilisés par leurs actionnaires, qui se retournent et qui ne voient personne derrière eux, que derrière eux, ils ont l'ensemble des citoyens. Alors ensuite, on peut me dire que c'est un peu illusoire, parce que même si on fait une grande campagne de financement participatif et qu'on arrive à lever 1 million d'euros, voire 2 millions d'euros, ce qui serait relativement unique dans l'histoire du financement participatif en France, mais je pense que là, ça vaut le coup de rêver, parce que sinon, on ne fera jamais changer les choses. On va me dire que ça ne sera jamais suffisant par rapport aux chèques que peuvent faire des milliardaires. Il ne s'agit pas simplement du montant qu'on va lever, il va s'agir du poids du nombre. L'idée, c'est de montrer que 1 plus 1 plus 1 plus 1 citoyens. Aujourd'hui, sur un site comme le site du Monde, vous avez à peu près 10 millions de visiteurs uniques chaque mois. Si vous avez 10 millions de visiteurs uniques qui donnent chacun 10 euros, vous avez 100 millions d'euros. Là, ça change l'équilibre des forces et ça change aussi l'équilibre des forces en termes de volonté citoyenne, à la fois de la part des journalistes et des lecteurs, de reprendre le contrôle de leurs médias. Et l'idée, c'est simplement de dire qu'une gouvernance de salariés et une gouvernance de citoyens, en termes d'indépendance des médias, ça sera toujours moins fragile et c'est certain beaucoup plus démocratique qu'une gouvernance pour laquelle l'indépendance d'un média est finalement la qualité de l'information qu'on consomme. On a vécu pendant quelques années, maintenant quasiment 2 décennies, dans l'illusion selon laquelle tout le monde finalement pouvait s'informer en utilisant l'ensemble des médias parce que ces médias étaient gratuits. Mais ça a été la parenthèse d'Internet. Si vous regardez dans les années 80-90, vous aviez certes des gens moins favorisés, moins éduqués qui consommaient de la presse locale, mais en presse nationale, il y avait déjà une énorme division finalement d'un point de vue des caractéristiques socio-économiques et du niveau d'éducation entre ceux qui achetaient des journaux nationaux et ceux qui n'en achetaient pas. Donc finalement, on revient presque à cet équilibre d'avant, sauf qu'aujourd'hui, ceux qui ont moins les moyens, non seulement, c'est pas de temps qu'ils se tournent vers la presse locale, mais plus vers des médias qui sont disponibles gratuitement en ligne. Je trouve que ce qu'a fait le Guardian est très intéressant de ce point de vue-là. Le Guardian, il propose une information de qualité, il la donne à consommer gratuitement, mais il demande finalement à ceux qui en ont les moyens de payer pour cette information-là. Donc si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous pouvez consommer tout le Guardian gratuitement. Puis si vous avez les moyens, je vous invite à le faire, vous pouvez donner au Guardian ou prendre un abonnement au Guardian, ce qui permet finalement de financer cette information. Et c'est un peu la même logique d'une certaine façon que pour l'éducation. J'aime bien cette approche, parce que l'information, comme l'éducation, est un bien public. Donc l'idée que finalement, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous payez vos impôts, même si vous n'avez plus d'enfants qui vont à l'école ou qui vont à l'université, vous payez vos impôts parce que vous pensez que, comme membre de la collectivité, l'éducation est quelque chose d'important. En fait, rentrer dans cette logique pour l'information, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important.